Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Autre publication de la SFS, aux éditions L'Harmattan. La sophrologie face aux difficultés de la vie. Dépression et chemin de vie. L'hystérie dans tous ses états. Les différents modes d'être au temps. L'amour au temps des thérapies. Violence. Les images en sophrologie. La sophrologie face au changement. Sophrologie et créativité. Sophrologie et addiction. La place de la sophrologie dans l'avenir de notre société. Sophrologie et estime de soi. Le sophrologue face aux attentes du sujet en crise. Sophrologie sans frontières. Dédicace. J'ai décidé d'être heureux. Parce que c'est bon pour la santé. Voltaire. Introduction. Il nous a paru opportun cette année de revenir aux principes fondamentaux de notre pratique, et notamment aux principes d'action positive, et aux moyens que le sophrologue peut proposer pour aider chacun à vivre au mieux son quotidien. Parce que le monde change et qu'il semble aller d'une marche forcée vers l'aveuglement et la dureté, menée de main de fer par une économie ultralibérale, il nous oblige à chercher consciemment dans notre quotidien des forces de ressources, de refuge et de résilience. Paradoxalement, l'individu, le singulier y a une place essentielle, car ce ne sont pas uniquement les institutions, les structures privées qui vont nous délivrer de la souffrance sociale que nous subissons aujourd'hui. C'est aussi le chemin que nous allons parcourir en nous-mêmes, individuellement, au jour le jour, loin des dogmes et des vérités toutes faites, qui aura valeur de vie. Expérimenter à l'intérieur de soi que la destruction, la haine mènent à la perte de la relation à l'autre et à soi est essentiel. C'est un premier pas. Pour transformer ce qui nous blesse, il est primordial d'observer ce qui nous y attache. Cet attachement au négatif peut être contrebalancé par l'élimination des traumas et de tout ce qui a permis de construire un regard, un ressenti, un sentiment dévalorisant de soi-même et de nos relations à l'autre. Les sophrothérapeutes savent faire cela. Ce sont les acquis de la psychopathologie et de la métapsychologie psychanalytique qui nous ont habitués à saisir comment l'humain se défend bec et ongles pour la survie de ses conditionnements négatifs, quitte à installer des systèmes de défense fous aux yeux du moralisateur. Nous sophrologues, savons aider du profond à la superficie. Nos relaxations dynamiques permettent de mettre à l'extérieur les tensions et les émotions envahissantes et de construire dans le même temps le sentiment du moi, et le plaisir de sentir le schéma corporel se construire, s'enrichir de sensations, perceptions nouvelles. Nous savons aussi, par nos techniques de visualisation, travailler avec l'image inconsciente du corps. Nous savons également prendre de la distance face à nos états intérieurs, et chaque jour nous constatons les bienfaits du deuxième degré. Relancer la créativité et la dynamique psychique chez nos patients grâce à nos pratiques d'anticipation est de plus notre combat quotidien. De ce travail personnel, émergent des valeurs et un plaisir à vivre qui ne demandent qu'à être partagés dans le respect de notre individualité. Nous rentrons alors dans un cercle vertueux où ces valeurs et ce plaisir à vivre facilitent à leur tour le travail personnel. Là aussi est la force de la sophrologie. Avoir compris que le groupe peut être sécurisant et épanouissant pour l'être si ce dernier se sent exister individuellement, respecté et encouragé. C'est là, la pertinence de nos relaxations dynamiques. Ces journées nous permettront de partager nos expériences. D'une part à un niveau personnel. Comment chacun a évolué dans sa pratique et sa compréhension des principes de la sophrologie dont certains, comme le principe d'action positive, sont repris aujourd'hui par le courant de la psychologie positive. Et d'autre part à un niveau collectif. Dans quel courant la sophrologie s'inscrit-elle aujourd'hui ? Comment peut-elle à la fois, pour certains se reconnaître dans la psychanalyse et la phénoménologie, pour d'autres dans les philosophies orientales, pour d'autres encore rejoindre de par les valeurs qu'elle propose, liberté, dignité, respect, responsabilité, certaines compétences de la psychologie positive comme l'aptitude à savourer les plaisirs, l'optimisme et la motivation, l'espoir, la gratitude, l'humour, l'empathie et la compassion, le pardon et l'altruisme, l'optimisation du soutien social ou encore aptitude à donner un sens à sa vie, et la spiritualité.
Ces questions seront discutées au plus près du quotidien des participants. Le congrès s'est déroulé en 4 demi-journées, abordant 4 thèmes. Les principes de base à la vivance, au quotidien. Les relations à la maladie et au handicap. L'expérience vécue du sophrologue, ses difficultés et ses ressources. Sophrologie et plaisir de vie. Résumé des communications. Un des principes de base à la vivance, au quotidien. Dans ce cadre, une réflexion est menée pour comprendre comment, en réalisant nos principes fondamentaux, il nous est possible d'optimiser la vivance de notre quotidien, la vivance de nos perceptions physiques, sensorielles, émotionnelles et mentales, ainsi que celle de nos actions, des plus banales aux plus porteuses de sens. Sont repris ainsi les principes d'action positive, du schéma corporel comme réalité vécue et de la réalité objective dans leur implication concernant tous les aspects de notre vie. Familiale ou professionnelle, sociale ou solitaire, artistique ou sportive, active ou passive. Bénédicte de Montenay, lors de son intervention « Activer les forces du dedans avec la sophrologie pour dynamiser le quotidien », a montré comment l'approche sophrologique permet d'éveiller la conscience au quotidien et de lui donner une dimension plus pleine par une lecture phénoménologique. Nous verrons ici comment une action bénéfique peut avoir lieu dans le mouvement incessant reliant ce qui est autour de soi à ce qui est en soi, en s'appuyant sur les différentes forces intérieures comme autant de possibles. Elle s'attache à étudier la nature de ces forces et leurs interactions en l'illustrant d'exemples cliniques. Tout en interrogeant le rapport au temps et la présence à soi, à l'autre, dans la vie de tous les jours. Enfin, est envisagé l'allègement des pesanteurs quotidiennes pour cultiver ainsi l'art de vivre au présent. À travers ces différents aspects, les principes de base de la sophrologie, principalement celui d'action positive, s'articulent. Pour le titre de son exposé, le profond thème à se masquer, profondeur, quotidienneté, vivance, Gérard Thouraille reprend un aphorisme de Nietzsche. Expert en opposition et en dualisme, nous distinguons habituellement les moments forts de l'existence et une vie quotidienne jugée banale et routinière. Cette conception des choses n'a guère de sens. En replaçant le sujet au contact de sa simple présence et des données immédiates de sa conscience, la pratique sophrologique abolit cette opposition. La notion de vivance, qui ne doit pas être déformée par un positivisme facile à courte vue, renvoie à l'existence dans ce qu'elle a de plus immédiat, de plus charnel et de plus fondamental. Jean-François Fortunat, dans sa conférence Changement d'habitude. Attitude du sophrologue, piste de travail, souligne comme nous le savons tous en sophrologie que le changement est permanent. La phénoménologie le démontre. Les gens qui viennent nous voir le recherchent au moins un peu. Le mot « changement » a fait tellement peur dans le monde du travail que les spécialistes de la communication lui ont préféré celui d'évolution. Évolution du travail, de l'entreprise, des postes de travail, des tâches, du monde professionnel, de la société tout entière, des mentalités, des mœurs, etc. Nous avons à nous adapter ? Oui. Ceci étant, entre le désir et l'action pour atteindre nos objectifs de façon satisfaisante, nous avons des habitudes. De par les origines latines du mot « habitude », nous pouvons envisager le changement d'habitude comme équivalent au changement de manière d'être, au changement de l'état dans lequel nous nous trouvons, au changement d'habit, lui-même comparable à un changement de peau. Qu'est-ce que cela veut dire en clair ? Comment faire ? Richard Esposito nous parle de principes d'action positive et modernité, postmodernité, hypermodernité. Le principe d'action positive est-il une imposture de la postmodernité, ou une mise en perspective de la dimension créatrice du bonheur ? Il s'agit de nous demander si le principe d'action positive est un produit de l'histoire des sociétés humaines à un moment précis de leur développement, contre l'expérience d'un désenchantement du monde, ou compte tenu de la forte normalisation des conduites dans notre monde hypermoderne, s'il constitue une mise en perspective de la dimension strictement individuelle et créatrice du bonheur. En nous situant au cœur de la sophrologie, il propose en l'occurrence une approche à la croisée de l'épistémologie, de la sociologie historique et de la phénoménologie existentielle, voire existentialiste. En clôture de cette matinée, Jean-Luc Colia rend hommage à Jacques Raynal, disparu en octobre 2012, fondateur de l'ONIS, du GRAMPS et directeur de l'école de sophrologie Poitou-Charentes.
2. Les relations à la maladie et au handicap. Est abordée dans cette demi-journée la façon d'utiliser nos principes de base dans le but d'aider nos clients, patients dans leurs relations quotidiennes à leur maladie. Certaines maladies altèrent-elles la capacité à incarner les principes, à développer les valeurs? Quel est l'impact de la maladie sur le vécu corporel, sur l'état émotionnel? Comment nos clients la considèrent-ils? Quel sens lui donnent-ils? Ce sens est-il facilitateur de guérison? Comment accompagner sans juger? Dans tous les cas, quels sont les outils que peut proposer le sophrologue pour améliorer, accompagner ou développer une relation adaptée à sa maladie? Ou bien lui donner un nouveau sens? Ou encore l'utiliser comme une possibilité de grandir? Ou encore, Emmanuelle Desjardins nous parle de ses expériences pratiques en sophrologie et oncologie. Infirmière en service d'oncologie, elle a appris à écouter et aider les patients. Elle a découvert les différents types de cancers, leurs traitements et leurs effets secondaires. Au contact des patients, elle a compris les difficultés pour faire face à cette maladie. Aujourd'hui, en tant que sophrologue, elle accompagne différemment les patients dans leur parcours de soins. La sophrologie les aide progressivement à ressentir leur corps différemment, en acceptant les transformations liées aux opérations ou aux traitements. Ne plus percevoir celui-ci comme le reflet unique de la maladie, retrouver des sensations agréables, une prise de conscience du corps dans sa réalité. Les patients ressentent beaucoup d'angoisse, provoquant des troubles du sommeil, des questions existentielles sur la vie et les valeurs. La sophrologie les aide à garder un équilibre et à prendre de recul pour mener à bien des réflexions difficiles. Au cours de l'exposé sont présentés 8 cas de patients atteints de cancer, sein, prostate, ORL, ovaire, pancréas, les différentes étapes vécues à travers cette pathologie et la façon dont la sophrologie les a aidés à faire face. Dans Sophrologie et acouphènes en équipe pluridisciplinaire, Michel Vertalier nous transmet son expérience d'ORL, longtemps confronté à la difficulté d'aider les personnes souffrant d'acouphènes chroniques. La sophrologie lui a ouvert des perspectives jusque-là ignorées, et est aujourd'hui reconnue comme l'une des dynamiques les plus efficaces pour aider les patients à venir à bout de la souffrance engendrée par ce symptôme, en vivant autrement avec leur acouphène. Elle s'inscrit tout naturellement dans des équipes pluridisciplinaires, en association avec ORL et audioprothésistes, et permet de mettre en résonance les compétences de chaque praticien. Au-delà des questions que cette évolution amène le sophrologue à se poser, la sophrologie propose des outils pour développer une relation nouvelle adaptée à la pathologie, l'adaptation, qui permet de donner un sens nouveau à ce symptôme et d'utiliser l'acouphène comme une façon de grandir. Apprendre à aider ses patients au sein d'équipes pluridisciplinaires est l'une des belles opportunités d'évolution de la sophrologie clinique moderne. Ensuite, Nathalie Gauzentes sur le thème de sophrologie, maladie et handicap, témoigne de son intervention en tant que sophrologue au sein du service de gestion de la douleur de l'hôpital Bretonneau de Tours. Elle propose de percevoir toute la portée de notre métier au service de la maladie, de la douleur et du handicap. Et elle décrit la mise en place d'un projet de 10 séances hebdomadaires pour un groupe de patients. Les patients la pratiquent, leur rencontre, l'évolution de chacun, l'appropriation de la méthode pour un outil, un redéploiement au quotidien. C'est une réflexion sur l'intégration de la sophrologie au sein des équipes pluridisciplinaires, les champs d'action de la méthode, les fondamentaux qui donnent sens et force à la pratique de la sophrologie comme approche complémentaire. Enfin, des témoignages en live, qui donneront toute la variété et l'authenticité de cette expérience. Un univers très adapté à la pratique sophrologique avec les équipes médicales classiques, et au service des patients douloureux et souffrants. Jean-Pierre Hubert avec la sophrologie adaptée au handicap psychique, rend compte de l'expérience d'un atelier de sophrologie dans un institut médico-professionnel. Cela tente à démontrer que la sophrologie permet de prendre en compte la qualité de vie et les mesures sociales d'accompagnement, afin de compenser le désavantage et éviter l'exclusion dans une approche holistique, développer les communications et exprimer son état intérieur. Au-delà du clivage maladies-handicap, il est essentiel de considérer l'enfant, l'adolescent et l'adulte dans sa globalité.
Ces objectifs d'abord généraux s'engagent ainsi dans une voie spécifique en tenant compte des symptômes de chaque patient. 3. L'expérience vécue du sophrologue, ses difficultés et ses ressources. La table ronde explore différents thèmes. Le sophrologue dans sa vie quotidienne privée et professionnelle. La parole est ici donnée à tous ceux qui veulent partager leur expérience. Nous avons tous des préférences dans notre art, des petits trucs que nous avons plaisir à confronter. Notamment a pu être abordée la question de savoir comment le sophrologue pratique la sophrologie, avec les patients et ou en dehors. Dans la vie professionnelle, c'est une chance de pouvoir échanger sur nos difficultés et nos façons de les gérer, nos banalités et nos moyens pour les optimiser, mais aussi nos bonheurs et la jouissance que nous pouvons parfois tirer de notre pratique. La table ronde, les débats et dialogues avec la salle ont été animés par Chantal Biver, Michel Freud, Alain Giraud et Jean-François Maillard. Puis Luc Audouin, formateur en entreprise, introduit la sophrologie dans le monde du travail pour gérer la pression du quotidien. Il définit là un champ propre. Lutter contre la fatigue intellectuelle, gérer la pression du travail, réintroduire le plaisir des lieux comme ressource. Pédagogie annexe, exercices adaptés, style de lien au sujet sont partagés. 4. Sophrologie et plaisir de vie. Après-midi consacré au lien que peut avoir la sophrologie avec les principes du mouvement de psychologie positive. C'est l'occasion de passer en revue les différents outils, explicites ou implicites proposés par notre art dans ce domaine. Des questionnements multiples sont au rendez-vous. Quand définir l'opportunité de cette approche, en poser les indications, en définir les limites, voire les contre-indications. Après avoir décrit ce qui se construit actuellement dans l'univers de la psychologie positive, la question se pose de notre positionnement vis-à-vis de ce courant, de ce que nous pouvons en intégrer et de ce que la sophrologie peut proposer pour l'enrichir encore. Théodore Yven ASSE accent aigu nous présente une étude expérimentale sur l'application de la sophrologie à un groupe de jeunes adolescents souffrant d'épilepsie. Cette étude de 2 ans de recherche concerne les garçons âgés de 14 à 17 ans, présentant une épilepsie réelle, visible à l'électroencéphalogramme, récalcitrante aux antiépileptiques. Cette étude a été réalisée en collaboration avec les neurologues spécialisés dans cette maladie, dans le but d'essayer de diminuer les crises de ces adolescents par des méthodes de relaxation. On constate à l'issue de cette étude des résultats fort surprenants sur les 15 cas suivis. Pascal Gauthier propose de s'intéresser dans Bonheur et sophrologie, au lien entre la sophrologie et l'un des thèmes de la psychologie positive avec la notion de bonheur, qu'il définit, avec TALBENSHAHAR comme la sensation globale de plaisir chargée de sens. Dans Sophrologie et psychologie positive, Gilles Pentecôte analyse leurs enrichissements mutuels. Après avoir présenté ce nouveau courant, son positionnement, ses indications et ses limites ainsi que les différentes compétences qu'il vise à développer, il reprend les diverses techniques de sophrologie qui, explicitement ou implicitement, favorisent le même chemin. Il présente ensuite une réflexion sur d'autres façons d'optimiser nos pratiques, voire d'en imaginer de nouvelles. Cette opportunité de rencontre a permis de croiser nos expériences et de partager, chacun dans nos domaines respectifs, les moyens que nous privilégions. Ouverture du XXXXVE Congrès. Véronique Rousseau. Le monde change, nous changeons, j'ai changé. Il y a 27 ans, je donnais une conférence sur doute et positivité. J'attaquais alors le principe d'action positive, symbole pour moi d'une psychologie de masse et du déni du négatif. Cette action positive, selon moi et mes pairs psychanalystes, prêtait le flanc au faux self, à la persona, et enfermait l'individu dans l'obligation du toujours mieux, toujours plus acteur de sa propre vie, héros malheureux de l'injonction à réussir à tout prix. Aujourd'hui, la positivité, l'empathie, le bien-être corporel sont admis comme des principes de base indispensables à la vie de l'humain. Pourtant, jamais l'avenir ne nous a semblé si incertain pour notre planète Terre et pour nous-mêmes. Tu es étonné parce que le monde touche à sa fin ? Étonne-toi plutôt de le voir parvenu à un âge si avancé. Le monde est comme un homme, il naît, il grandit et il meurt. Dans sa vieillesse, l'homme est donc rempli de misère, et le monde dans sa vieillesse est aussi rempli de calamités. Le Christ te dit,
Le monde s'en va, le monde est vieux, le monde succombe, le monde est déjà haletant de vétusté, mais ne crains rien. Ta jeunesse se renouvellera comme celle d'un aigle. Saint Augustin, Sermon 81, chapitre 8, décembre 410. Pendant que notre civilisation judéo-chrétienne ne cesse de s'éteindre, la mutation de l'individu est en cours. Le voici, non pas guerrier et conquérant, mais aspirant à plus de vérité, d'authenticité par rapport à lui-même. Il sait aujourd'hui qu'à se déprécier, se violenter, il n'arrive à rien. Parfois, souvent même, les jeunes vont jusqu'à l'absurde pour se trouver. À force de se mirer dans le miroir des autres, ils s'y perdent pour revenir ensuite à plus d'humain. Alors bien sûr, nous les anciens sommes surpris. Comment ils ne veulent plus travailler quand c'est trop dur? Ils ne s'accrochent plus à tout prix à leur boulot? Mais ils rêvent ou quoi? Ils sont devenus si peureux. Jamais ils ne s'en sortiront dans ce monde si dur, et quel monde leur laissons-nous? Ils sont accrochés à nos basques, alors si nous n'étions plus là. Les anciens sont une base de sécurité quand ils accueillent la mutation qui les effraie et qu'ils ne comprennent pas. Ils ne veulent plus se battre pour réussir. Mais qu'ils consentent à livrer leur savoir, et le jeune s'en empare aussitôt pour en faire autre chose, si l'ancien le respecte et le gratifie d'autonomie et de compétence. Il y a aussi les jeunes, notre avenir, qui demeurent dans un rapport de soumission à la vieille autorité. Alors se perpétue l'engrenage de la souffrance, du sadisme et de la maltraitance. J'en ai bavé que les autres aussi en bavent. J'ai le pouvoir, je le garde. C'est vrai. On n'en est pas encore mort de la loi du plus fort, quoique. L'argument est-il suffisant pour continuer à faire un modèle de la relation dominant-dominé, faible-fort, capable-incapable, fais ce que je te dis mais ne fais pas ce que tu me vois faire. Des découvertes formidables ont lieu quant à la richesse humaine. La suspension des préjugés, exercice éreintant mais indispensable, permet un regard nouveau sur les souffrances actuelles. Que de trouvailles ont les humains pour traverser les frontières grâce au virtuel. Notre regard a commencé à changer avec les addictions. Arriver à comprendre que l'addiction est le meilleur remède à un moment donné pour le sujet, révolutionne le jugement négatif que nous portions sur ces êtres si faibles. Toutes ces guerres autour de nous, ces familles en péril, ces enfants esseulés nous montrent, neurosciences à l'appui, les effets nocifs à long terme des traumas qui augmentent le stress, la violence, l'isolement et la dureté envers soi-même et les autres. C'est au quotidien que la mutation s'opère, dans le calme de nos retraites intérieures, à respirer à l'unisson des vibrations neuronales. L'image musicienne me ravit. Imaginer ce concert neuronal pour faire passer les informations est un opéra en soi. Nous savons faire parler l'inconscient. Nous savons aussi qu'à trop le faire parler, le sujet ressasse et se chronicise dans des comportements négatifs conduisant d'impasse. Nous savons aussi qu'en faisant fi de l'inconscient et en imposant des schémas comportementaux, la souffrance demeure et est vécue comme un échec. Nous sophrologues avons des outils permettant à l'être de trouver la route vers soi, prendre contact et s'installer dans notre corps, notre maison unique et indivisible depuis toujours. Nous avons un savoir-faire pour nous installer dans notre maison, y respirer, la décorer dans une ambiance émotionnelle positive et accueillante. Des chemins sophrologiques sont là à construire, consolidés pour que l'environnement bénéficie aussi des bienfaits des alliances du sensitif, de l'affectif, pour une conscience de soi élargie aux autres, pour plus de confiance, de créativité et de bonheur au quotidien. Voilà le programme de ces 2 jours. 1. Des principes de base à la vivance au quotidien. Activer les forces du dedans avec la sophrologie, pour dynamiser le quotidien. Bénédicte de Montenay. Du fait de nos conditions de vie, de nos expériences, de nos histoires familiales, nous n'avons pas tous la même aisance à habiter le quotidien. Mais parce que l'énergie vitale est présente en chacun, nous avons tous le pouvoir de la nourrir et de lui apprendre à vibrer plus allègrement avec tout ce qui se présente à elle. On peut faire une lecture phénoménologique de cette phrase de Pérec. Ce que nous appelons quotidienneté n'est pas évidence mais opacité, une forme de cécité, une manière d'anesthésie. Et y voir une incitation à l'éveil de la conscience. Le sophrologue dispose d'outils pour élargir et éclaircir le quotidien, en quelque sorte, lui donner une dimension rehaussée. Nous verrons comment une action bénéfique peut avoir lieu dans le mouvement incessant qui anime notre vie de tous les jours et relie ce qui est autour de soi à ce qui est en soi,
en s'appuyant sur les différentes forces intérieures comme autant de possibles. Nous nous attacherons à élucider la nature de ces forces et leurs interactions. Puis nous interrogerons la notion d'espace-temps, de présence à soi, à l'autre dans la vie quotidienne, dans l'énigme de la capacité de solitude. Enfin, nous envisagerons l'allègement des pesanteurs quotidiennes pour cultiver l'art de vivre au présent. À travers ces différents aspects, nous mettrons en relief les principes de base de la sophrologie. Les forces sensorielles. Je commencerai par évoquer l'expérience d'Astrid pour mettre en évidence les forces de sensorialité qui font partie de l'approche de base en sophrologie. Astrid, 28 ans, me consulte d'abord pour une psychothérapie, la raison étant qu'elle ne peut dormir seule et qu'elle souffre aussi d'hypocondrie. Jeune diplômée d'un concours administratif, elle travaille maintenant au 33e étage d'une tour de la Défense, elle a une phobie du métro et aussi des problèmes de sommeil. Depuis 1 an, sa demande se porte sur la sophrologie. C'est, dit-elle, ce qui lui convient le mieux. Ceci se comprend aisément car ce processus de régénérescence des relations libidinales avec le corps ne peut être obtenu par des psychothérapies verbales qui n'engagent pas le vécu corporel d'emblée dans la thérapeutique, cherchant même souvent à s'en détacher dans la recherche des significations psychologiques du symptôme. Ce qu'elle préfère en sophrologie, ce sont les séances sur la détente physiologique du corps avec prise de conscience des sensations et l'approfondissement de la respiration lui procurant un vécu agréable. Interaction psyché-soma. En effet, la relaxation n'est pas un simple exercice physique, elle est une ouverture sur l'appareil psychique. Elle engage le corps dans une meilleure appropriation du schéma corporel, ce qui invite à le considérer comme un lieu topo, où se déroule un processus de remaniement et nous autorise à dégager des topiques selon que le corps est mobilisé dans ses représentations, comportements ou souvenirs. Pour Astrid, parler au corps, rassurer son corps, évoquer les sens dans le rythme du terpnos logo, tel un bercement qui la contient lui permet de le vivre plus sereinement. La parole du sophrologue comme une enveloppe de caresses sonores active les matrices sensorimotrices primordiales, dans lesquelles les images psychiques viennent s'intégrer constitutives du symbolisme. Le processus de concentration intériorisante favorise la régression. Il y a donc là une perception des sensations synesthésiques non pas intellectuelles, ni de type méditatif mais s'appliquant uniquement au vécu corporel. Une prise de conscience s'effectue de l'expérience corporelle donnée comme normale. De séance en séance, dans l'alliance thérapeutique, nous assistons à une transformation de l'hypocondrie. Tout simplement par un lâcher-prise naturel dont le silence rassurant du corps est l'héritier direct. L'insuffisance tout autant que l'excès d'investissement parental se répercute sur le sentiment du corps. C'est une qualité psychique à part entière et il incombe au moi corporel de traiter les excitations internes. Dans l'hypocondrie, il y a là quelque chose qui n'a pas fonctionné, sans doute en triple liaison avec le moi corporel, les représentations synesthésiques et l'imago maternel. C'est une sorte de désymbolisation du corps qui fait dire à Freud que le langage hypocondriaque est un langage d'organes. La préoccupation porte directement sur tel ou tel organe qui n'est pas pris dans l'organisation symbolique. Du coup, l'angoisse et l'anxiété viscérale sont les manifestations habituelles de la rupture d'équilibre entre le sujet et son propre corps. La concentration somatique initie la patiente à un dialogue nouveau avec son corps. Il s'agit d'un dialogue qui ignore volontairement le trouble, la maladie et qui recherche exclusivement la sensation de bien-être et d'apaisement. Il se produit des modifications de son vécu corporel, avec réassurance narcissique et activation du processus vital. En ce sens, on peut parler de topique psychosomatique. Maintenant, Astrid peut se détendre, bâiller, confier son corps aux bienfaits de l'attraction terrestre et connaître une nette amélioration de son sommeil. De fait, l'idée que la représentation comporte une participation sensorielle et motrice est très ancienne. Diverses recherches, dont celle de Piaget, mettent en évidence l'importance de l'activité corporelle dans la mémorisation et l'appel du souvenir. Ce pourquoi toute image mentale est associée à plusieurs forces, non seulement des forces sensorielles mais aussi des forces de mémoire que l'on peut activer et réhabiliter en sophrologie. Les forces de mémoire. Je donnerai en exemple l'exercice d'incorporation-introjection du fruit, pratiqué lors d'un travail de groupe, pour illustrer les forces de mémoire qui peuvent être anesthésiées, pour reprendre le mot de Pérec.
À la suite de l'exercice, l'une des participantes, Sophie, 38 ans, se trouve submergée par les larmes. Cette expression émotive se présente comme non maîtrisable. La douleur psychique qu'elle est censée traduire semble échapper à tout contrôle, déborder toute parole. La posture du praticien suggère que, quelle que soit l'intensité d'une détresse, elle reste supportable et symbolisable. Il s'agit d'abord d'accueillir l'émotion, puis d'aider à frayer un chemin à la parole. Et là, elle dit que lorsqu'elle était petite fille, sa grand-mère lui chantait Valentine, lorsqu'elle cueillait les fraises ensemble. Brusquement, pendant cet exercice où le fruit qui lui vient en mémoire est la fraise, elle réalise qu'elle a appelé sa fille Valentine, qui à ce moment-là a 8 ans. Elle n'avait jamais fait le lien ni avec sa grand-mère ni avec la douceur du souvenir. Seule restait la ritournelle comme une métaphore obsédante et la grand-mère comme un fantôme, ce tout occulté car sans doute elle n'avait pu faire le deuil de cette grand-mère perdue lorsqu'elle avait elle-même 8 ans. Ainsi les souvenirs nostalgiques comportent souvent des séquences douloureuses qui nous les font craindre. Ils paralysent alors l'énergie positive et dynamisante liée à ces mêmes souvenirs. En désactivant la charge négative, se libère la source vivante et joyeuse qui permet d'établir un pont entre le passé et le présent et de produire un sentiment de continuité de soi. Libérer les nœuds de nostalgie par un travail de retournement prend force de vie, comme Baudelaire en comprend la nécessité dans le plus métaphysique de ses poèmes, Le Cygne. Paris change. Mais rien de ma mélancolie n'a bougé. Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Pénétrer la substance des souvenirs sans les redouter permettrait de mobiliser la force d'inertie de la mélancolie pour en extraire de nouvelles forces de sens. La sophrologie par la reviviscence du souvenir lui donne sa pleine richesse. La vie au quotidien prend force de sens quand le souvenir irrigué d'émotions peut devenir direction guidant les actions, qui mieux qu'un objectif ou un but prend force de valeur. Retrouver l'enfant intérieur. La nostalgie du présent, joli titre d'un petit ouvrage que j'emprunte à François Gantret pour introduire le rôle du principe de réalité objective en sophrologie. Le présent immuable qui est toujours actuel en nous, ce que le psychanalyste écoute sur un divan et qui se prolonge dans l'adulte, à savoir l'infantile et qui est à différencier de l'enfance qui, elle, est au passé. Cette dimension en analyse s'actualise dans le transfert. Elle diffère en sophrologie qui expérimente la sensation et l'émotion à travers le corps, parfois trace morte ou vide dans des habitacles désaffectés, avec l'espoir d'un éveil. La sophrologie suscite cet éveil. Freud, dans l'interprétation des rêves concernant cette disposition propice, dit « Le poète est une figure de l'enfant, le poète c'est l'enfant en nous maltraité, écrasé, étouffé auquel le travail analytique peut redonner vie. » C'est ce que Conrad Stein nomme la pensée poétique qui prend sa source dans le rêve et dans l'infantile, et qui trouve tout son déploiement dans l'espace sophrologique. Nous proposons des signes et parfois jaillissent, dans un instant fugitif, des images ardentes telles un instantané, alors émerge un temps poétique qui donne du présent. Un surgissement réveille la force d'un enfant intérieur dans un adulte souvent découragé ou déprimé. Il était une fois un petit être qui avait le droit de jouer, de se balader parmi les couleurs et les sons. S'il est quelque chose de commun à tous les créateurs, c'est le déraisonnable souhait de retrouver cet enfant-là, précieux allié, Max Dora. Le sophrologue, par son écoute sensuelle du corps, dans cette palpation de la présence, dans ce qui, à l'opposé d'un effort de compréhension, est accueil de sensation, va donner à éprouver la sensation telle qu'elle le transforme lui-même dans la vivance phronique. En sophrologie, c'est là que surgit la rencontre quand l'infantile, tout aussi bien que la trace sensorielle, infiltre la pensée consciente et s'actualise dans la relation d'alliance. Percevoir nos sensations, nos émotions, c'est prendre conscience des coulées de vie qu'elles génèrent et qui se propagent en nous. La sensation est comme une charnière entre le monde extérieur et notre réalité interne. C'est elle qui sous-tend et alimente la pensée. Cézanne l'éprouve dans son regard comme une communion. Le paysage pense en moi et je suis sa conscience. Ainsi, lorsque nous nous installons dans notre image ressource, à partir de la sensorialité en état sophroliminal, l'image que nous accueillons en nous vitalise. Elle dynamise notre réalité interne, intensifie notre rapport à nous-mêmes et notre rapport au monde. Mais aussi elle nous grandit, nous élève, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.